Maintenant, c'est Bernard Crébier qui va nous parler du psoriasis. Grâce à Jacques Chevalier, on a des tas d'ouvrages qui n'étaient pas connus avant, notamment ce psoriasis avant les images, puisqu'on trouve déjà dès le XVIIIe siècle une distinction, puisqu'il faut se souvenir que lèpre et psoriasis étaient des mots qu'on employait parfois indifféremment, et il distingue, lui, déjà 3 formes de lèpre, dont une est le psoriasis, notamment ce qu'on trouve dans la Bible, la lèpre des Juifs, probablement un équivalent du psoriasis. Et avant les images, on a lu Pleng, qui est un obstétricien en fait, qui invente la sémiologie dermatologique. Et voici, il classe les maladies pour la première fois par des éléments sémiologiques qui vont rester ensuite. Alors, tout n'est pas parfait, mais c'est comme ça que ça commence. Et puis dans ces ouvrages, on trouve ces éléments porigo-furfuracées, donc un psoriasis du cuir chevelu, la lèpre squameuse, terme qui va beaucoup rester. Mais la vraie révolution vient à la fin du XVIIIe siècle par ce grand personnage qui est Robert Whelan, qui va publier pour la première fois des images, et notamment des images en couleur. Et ça, c'est la grande révolution de la dermatologie, c'est ça. C'est la première fois qu'on voit une image de ce type, où on reprend les éléments de la sémiologie, notamment ici, j'y arrive pas, là-haut, voilà, les premiers éléments, avec ici, de façon caractéristique, une plaque de psoriasis dans la toute première planche. Et son élève Batman va reprendre les images de son maître et va publier, va continuer un petit peu ce travail qui avait simplement été entrepris puisqu'il était mort entre-temps. Et on trouve dans ce livre la première image de psoriasis intitulée comme telle qui correspond à notre maladie psoriasis. Et vous voyez qu'à côté, quelque chose qui est typiquement du psoriasis est intitulé lèpre. Et en gros, pendant très longtemps, on a appelé psoriasis les plaques pleines et lèpre les plaques annulaires. Vous voyez ici, là, à nouveau, psoriasis pour la première fois, très joliment décrit, avec les psoriasis gyratomes du dos, les psoriasis des mains. Les plaques sont assez belles. Néanmoins, on a du mal encore à représenter correctement la sémiologie, parce que c'est très difficile, parce que les artistes ne sont pas des médecins. Voilà une belle image encore de porigo-furfurance qui correspond très joliment à un psoriasis du cuir chevelu. On voit même les squames, mais on a un peu de mal quand même à dessiner et à bien identifier pour l'apprentissage. C'est à Paris ensuite que va aussi y avoir la deuxième naissance de la dermatologie, ici dans cet hôpital, l'hôpital Saint-Louis. Et donc il y a une conjonction de 2 choses ici. C'est la décision pendant le consulat de spécialiser les hôpitaux parisiens. Et donc à Saint-Louis, Hospice du Nord, on va mettre tous les malades dont personne ne veut, c'est-à-dire la gale, la teigne, les dartres, etc. Donc là, nous sommes en 1801. Et ça coïncide avec l'arrivée de Jean-Louis Alibert ici à Saint-Louis, qui est docteur en médecine en 1999 et qui va être médecin de l'hôpital Saint-Louis en 1801, exactement au même moment. Et donc, il va observer toutes ces maladies et il va être le fondateur de la dermatologie française avec cette très belle image qui est l'arbre des dermatoses. Donc il va écrire plusieurs ouvrages qui sont des ouvrages de très grande taille, très incommodes, très chers et qui sont donc difficiles. D'abord, aucun étudiant, aucun médecin même normal ne pouvait acheter ces ouvrages qui étaient trop beaux, trop chers, trop grands. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a une mise en scène là maintenant qui est tout à fait différente de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que l'avant-bras est posé, il y a un petit détail vestimentaire et on met en évidence les lésions et la sémiologie. Alors quand on regarde, ça c'est très amusant, hein, il y a deux grands livres, 1806-1833, et bien les illustrations ont été reprises, mais elles ont un petit peu changé. Et là, vous voyez que le psoriasis s'est un peu aggravé, il s'est étendu entre les 2 livres. Toutes sortes de termes qu'on trouve dans ces livres d'Alibert, dartres squameuses, etc., dont on a du mal aujourd'hui à comprendre la signification parce que nous n'utilisons plus du tout les mêmes termes. Alors, ce qui est particulier chez Alibert, c'est qu'il donne beaucoup de détails. Il donne le nom du patient, l'endroit où il habite, ce que font ses parents, etc. Et voilà une magnifique histoire qui concerne le malheureux Letellier, valet de chambre chez un membre du Parlement de Paris. Un jour qu'il traversait un des ponts de Seine, il vit son maître qu'on venait d'arracher de sa prison pour le traiter à la guillotine. Il fut saisi d'horreur et la nuit suivante, il se manifesta sur son corps une furfuration cuticulaire que vous voyez là, c'est-à-dire un psoriasis en gouttes. Voilà d'autres images avec les diagnostics différentiels qu'on peut trouver dans les livres d'Alibert qui sont absolument magnifiques. C'est vraiment
le début de la vraie dermatologie. Et vous voyez à droite la fausse teigne amiantacée, qui est une appellation qu'on continue à utiliser pour ces squames particulières. Et puis un peu après arrive un autre personnage qui n'est pas vraiment un dermatologue, mais était aussi à Saint-Louis, qui va, lui, écrire un livre avec un atlas qui est totalement différent, puisqu'il fait le contraire d'Alibert. Au lieu d'avoir une grande planche avec une maladie, eh bien, il va utiliser des petites planches où il y a énormément d'images. Et on va retrouver dans les squames, il a une description sémiologique, il est plus influencé par les Anglais. Il va montrer, d'une part, il va déterminer aussi la sémantique, le terme de psora chez les Grecs, le psora ulcéré, il pense que c'est pas ça, c'est de l'impétigo, et le psora lépreux, dont la lèpre des Juifs, c'est le psoriasis. Donc, vous voyez ici de très jolies images qui correspondent bien à des plaques de psoriasis. L'atteinte du cou, c'est tout à fait ce qu'on attend. Et là, vous voyez vraiment le terme psoriasis invétéré, c'est-à-dire dans une zone classique, ce qu'on appelle aujourd'hui les zones bastions, cuir chevelu, psoriasis confluent. Première image, ça c'est très joli, c'est tout petit dans un coin, la première fois qu'on décrit un ongle de psoriasique. Psoriasis girata, gutata, etc. Toutes sortes de formes sont décrites dans ces planches. Donc c'est vraiment la première, disons, encyclopédie du psoriasis, si on peut dire. Et on retrouve à nouveau ce problème, lèpre-psoriasis. Eh bien, vous voyez que le psoriasis palmaire, c'est plutôt diffus, la lèpre, c'est quand c'est annulaire. À nouveau, la lèpre vulgaire, des anneaux, contrairement au psoriasis. Le suivant, dont on a beaucoup de traces ici, c'est Alphée Cazenave, qui écrit un magnifique livre, moi je trouve que c'est le plus beau livre de la dermatologie française, de 1856, dans lequel il y a des planches vraiment admirables, comme celle-là. Il reprend cette mise en scène de la maladie, de la personne, mais à cette fois avec une qualité artistique qui est bien supérieure. Et on trouve les originaux de ces planches ici à Saint-Louis, et on peut en voir un certain nombre. Donc c'était des aquarelles, et qui ensuite étaient reproduites dans ces ouvrages très coûteux à nouveau, des ouvrages d'un format totalement incommode et d'un luxe inouï. Vous voyez ici le psoriasis en goutte, absolument magnifique. Donc là, on a beaucoup progressé dans la représentation de la sémiologie. Vous voyez ici le pityriasis, on voit bien la différence avec le psoriasis, les squames sont toutes petites, et de l'autre côté, un psoriasis diffusa. Et la lèpre va s'arrêter à peu près au milieu du siècle. Déjà, Gibert à Paris avait dit les mots psoriasis et lèpre doivent être considérés comme synonymes, et c'est Hébras, le médecin célèbre de Vienne, qui va dire « j'ai démontré qu'il n'y a aucune différence entre les deux ». Donc c'est ici, Hébras, voilà l'hôpital général de Vienne, qui est alors celui qui, dans le monde sans doute, cette fois j'ai parlé de plus beau en France, le plus bel atlas qui existe, qui sont des planches de très grande taille, mais dans des cartons à dessin, ce qui fait que cette planche fait à peu près la taille de l'image que vous voulez. On peut tout à fait vous la montrer ici, et vous voyez très bien. Et donc on trouve ces images incroyables, qui sont absolument magnifiques, avec la couleur, la sémiologie, tout y est. Regardez ça, psoriasis diffusa, et ce qui est particulier chez Hébras, c'est que ce sont des personnes que vous pouvez croiser dans la rue, vous les reconnaissez tout de suite. C'est vraiment un portrait au sens propre. Ici, psoriasis orbicularis, là encore, la mise en scène. On ne veut pas montrer la tête, mais le reste est très important. Psoriasis girata, une forme qu'on a un peu oubliée. Et là, on voit le diagnostic différentiel, la dermatite séborréique, séborrhea, Zika. Et là, vous voyez les deux, la dermatite séborréique, le psoriasis du visage. Incroyable, personne n'a jamais fait mieux, même avec des photos. Ensuite, la dermato, le centre de gravité va se déplacer progressivement vers les USA. Et là, vous avez les premiers atlas, comme celui de Düring en 1880, des très très belles images. Ici, vous voyez une dermatite atopique. Et là, toutes sortes de diagnostics qui peuvent être différentiels. Le lupus érythémateux au centre. Donc ça, c'est très beau. Puis après, il y aura toute une partie au début du XXe siècle dans les pays allemands ou germaniques avec des images de qualité parfois moyenne, comme on voit ici. On a une sorte de régression dans la qualité de l'image. Vous voyez que c'est beaucoup moins bien que ce qu'on a vu avant. Lèpre, serpentine, c'est très grossier. Donc ces ouvrages ont beaucoup moins d'intérêt que les précédents, mais néanmoins, là on voit bien le diagnostic différentiel, très joli, les dermatophytoses, le pemphigus foliacé. Et ça, on trouve sous le terme de psoriasis nigra. Très vraisemblablement, c'est une maladie de Darier, comme vous voyez à côté sur la planche de 1900.
Et évidemment, la photographie a tout de suite été, enfin pas tout de suite, il y a eu des réticences, mais ici aussi à Saint-Louis, en 1856, paraissent les premières photographies qui sont encore assez sommaires et sur lesquelles, bon, la couleur est un petit peu passée, mais on dessinait pour renforcer la sémiologie une petite couleur. Et alors donc, suivant les exemplaires, la couleur est un peu différente puisque c'était fait à la main. Donc l'exemplaire qui est ici, le nôtre, ceux qui sont à droite, à gauche, ils ne se ressemblent pas tellement. Ah, moi, ce que j'adore, moi, c'est ce type-là, qui présente de façon volontaire son psoriasis en montrant ses coudes, là encore une mise en scène. Voilà des belles photos qui commencent aux États-Unis, même chose, on colorie à la main pour donner le relief de la sémiologie et de la couleur. Là aussi, vous voyez que la couleur est très présente. En voilà d'autres, donc ce sont des ouvrages cette fois américains, ce qui fait qu'en 1900, on y arrive. La photographie, en noir et blanc bien sûr, est généralisée, c'est l'usage qu'on va en faire, et on va pouvoir maintenant diffuser les images, puisqu'avant c'était impossible pour des raisons de coût. Et là, regardez, la photographie a atteint un niveau, une qualité qui est extraordinaire, pour le relief, la précision, la netteté. Regardez comme c'est beau, il y a tout. Quelques documents originaux, eh bien, les cliniques qui avaient les moyens avaient des peintres sur place, et d'ailleurs c'est ce qu'avait Hébra, il avait des élèves qui étaient peintres. Donc voilà des éléments, des documents originaux que j'ai à Strasbourg à la bibliothèque. Donc, vous voyez, ce sont des aquarelles originales. On envoyait aussi les malades chez des photographes en ville quand on n'avait pas un photographe sur place. Donc tout ça, c'est des originaux. Et puis bien sûr, il faut parler de ça, c'est la salle où nous nous trouvons, le musée des moulages. Alors l'histoire des moulages est très ancienne, il y en a depuis très longtemps, mais le moulage industriel en quelque sorte, qu'on voit ici, est une histoire tout à fait particulière. Pendant longtemps, ça avait débuté au XIXe siècle et les patrons de Saint-Louis s'est dit il nous faut quelqu'un. Et ils découvrent Barretta, qui est un type qui fait des fruits en cire absolument magnifiques, et il leur propose de venir ici. Et donc, c'est comme ça que commence la grande histoire de la plus belle collection et la plus grande collection au monde de cire dermatologique. Vous avez une grande partie ici. Alors, il faut savoir que c'est très complexe puisque vous devez mettre du plâtre. Donc, il faut protéger la peau. Évidemment, on ne peut pas coller le plâtre sur le visage des patients. On met un petit linge. Donc, ça aussi, tout ça, c'est des éléments techniques très difficiles. Ensuite, on met le plâtre, et puis ensuite, on coule la cire. Mais attention, on ne peut pas peindre de façon simple la cire. Donc, une partie de la cire est déjà colorée avant. Donc, c'est un travail incroyable, avec une précision sémiologique que vous pouvez admirer ici. Regardez cette main avec les ongles psoriasiques en dé à coudre, les formes du dos des mains, les formes palmaires avec les fissures, etc. Donc, dans ces grandes années, il faisait 3 à 5 moulages par jour. Vous vous rendez compte, c'était absolument inouï, c'était vraiment industriel. Et ça a eu tellement de succès qu'on a fait les images des moulages. Notamment en Allemagne, on a fait des lithographies comme ça qui sont remarquables, qui sont presque en 3D, on se demande comment ils ont fait pour avoir cette qualité. Pour les gens qui ne pouvaient pas venir ici à Saint-Louis, eh bien, on faisait des images. Donc voilà ici un livre, mais qui est moins beau, qui s'appelle Musée de l'hôpital Saint-Louis. On a aussi reproduit les moulages, mais avec une technique moins performante que celle des Allemands. Et puis donc à partir de 1900, eh bien, voilà, on a la photographie qui se diffuse dans les traités, dans les journaux. La photographie va devenir vraiment quelque chose de courant. Donc ici, vous avez des photos. Alors là, la qualité n'est pas toujours extraordinaire, hein, notamment dans les traités, dans les premiers articles, c'est pas magnifique. Donc voilà, on est parti de photos magnifiques en 1900. Quelques images, la grandeur et la décadence de la photo, ça c'est les Kodachrome des années 60-80 qui coûtaient très cher, on les envoyait en Suisse, on les recevait ensuite, mais c'était d'une très grande qualité. Aujourd'hui, tout a changé, les internes font des photos avec leur téléphone portable, avec l'appareil du service, il y en a un s'il n'a pas été volé. Et donc voilà quelques éléments qu'on peut voir. Photos d'art, troubles vestibulaires, ça c'est assez fréquent. Donc moi, je me demande toujours comment ils font quand ils font des photos de vacances. Hein. Franchement, alors là, vous avez Mondrian, magnifique. Hein. Vous avez, alors les photos de pied, c'est en général les mieux. Vous avez le malade en contre-plongée dont on se demande s'il n'a pas été tiré du tiroir de la morgue. Tout est flou, de travers. Vous avez ici, alors voilà, là, c'est épouvantable. Les pieds, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Vous avez le malade en contre-plongée, vous avez tout,
le mobilier, les draps, etc. Donc souvent la visite des hôpitaux, donc vous avez le mobilier de la salle de consultation, vous avez les pansements qui pendent, vous avez derrière le chariot, comme vous voyez, vous avez le défilé des sous-vêtements aussi, qui est tout à fait incroyable. Ils sont désolés de cette qualité. Et donc je vais terminer en vous montrant des documents exceptionnels qui sont très peu connus, qui sont des documents de psoriasis dans l'art, provenant de collections personnelles, dont quelques-uns que je possède, quelques-uns qui m'ont été donnés, sur le psoriasis. Et donc voilà, ici vous avez une image qui est très connue, d'un suiveur de Dali que vous avez certainement vu dans les musées. Il y en a une petite version qui est ici en Europe et une grande version qu'on voit à Washington et que vous avez certainement vu lors d'un de vos voyages à l'AAD. Ici, vous avez après, dans le mouvement post-cubiste, une image très belle. On voit la souffrance, le fardeau de la maladie. Regardez le dos des mains atteint. Ici encore, le même peintre qui vous montre ces lésions qui sont excoriées sur le visage avec la souffrance qui se voit. Et donc ici, il y a eu des impressionnistes américains. Donc celui-là s'appelle Brice Barinder, au début du XXe siècle. Ça, c'est de ma collection, le petit là-haut. Voilà un autre, le groupe des Sept, qui a été influencé par la peinture espagnole. Une très belle image, Geneviève au miroir. Un autre à côté, avec toujours les gens qui exhibent leurs lésions, exhibent le psoriasis, ou montrent en même temps leur souffrance, jusqu'à la femme sans tête, dont le visage a disparu et ne persiste plus que le front avec des squames. Un autre peintre très peu connu, ici vous voyez une image de 1912, quelqu'un très marqué par la maladie et donc qui a été interné dès l'âge de 25 ans. Ici, alors ça c'est quelqu'un qui n'est pas connu, c'est quelqu'un qui a un grand rapport ici, puisque c'est Georges Saboureau, le neveu de Raymond Saboureau, qui est le grand, il y a son buste quelque part, mais enfin bon bref, le grand parasitologue, c'est lui qui a découvert pratiquement la mycologie en dermato. Et donc il y a eu une rétrospective, donc là vous voyez encore quelqu'un qui montre ces plaques de psoriasis sur son genou. Ici à Saint-Louis avait été organisée une rétrospective de ce neveu de Saboureau. Là, vous voyez que pendant cette dernière période, lui a vécu longtemps, eh bien, il a beaucoup changé, mais regardez à nouveau, il connaissait bien les malades qu'on voyait ici, des magnifiques plaques de psoriasis, des tibias, du dos des mains. Alors, dans le groupe des impressionnistes d'Extrême-Orient, eh bien, on voit aussi des représentations du psoriasis, avec là encore l'exhibition, comme on l'a vu tout à l'heure dans les ouvrages, l'exhibition des plaques, des coudes, la souffrance toujours. Ici un autre, plus dans le format cubiste. Donc vous voyez ici ces personnes, toujours les coudes, les genoux. Et puis le petit tableau qui est là, c'est le professeur Grossens qui me l'a offert. Et puis on passe maintenant à la photographie. Donc là, ce sont des photographes qui retravaillent le modèle pour imprimer les images de psoriasis, comme vous voyez là. Donc en fait, c'est de la photo et ensuite on imprime l'image. Ici, dans le style des magazines de mode américains, vous voyez ici les traces, le psoriasis, regardez les mains, la déformation, la maladie chronique, une sorte de phénomène de Koebner qui aurait été revisité. Puis ensuite, vous avez les hyper-réalistes, notamment en 1972. Vous voyez que là encore, on insiste énormément sur à la fois la souffrance et l'épaisseur, la terreur qu'impriment ces plaques très épaisses. Donc finalement, toutes ces images montrent d'une façon ou d'une autre l'enfermement, la dépersonnalisation, la tristesse, la honte. Vous voyez la chaussure jetée à côté, l'abandon, la souffrance. Et puis maintenant, il faut que je vous parle de l'imposture, l'illusion et puis la vérité. Toutes les images que vous avez vues n'existent pas. Je les ai entièrement créées avec le logiciel d'intelligence artificielle. Qui est... alors, la partie historique, c'est vrai, mais tous les tableaux, c'est faux. Donc, tout ce que je vous raconter, ça n'existe pas. Voilà, merci de votre attention. Quel coup de théâtre final. Le petit cancre au fond.
La plupart, oui. Certains refusent, mais non, la plupart, oui. On leur fait signer des consentements, hein. Consentement pour prendre la photo, pour être publié, oui, non, pour l'enseignement, oui, non, hein, bien sûr. Oui. Merci Bernard. Juste deux petites remarques. La première, elle est pour faire la connexion avec le topo de Tuan en début de matinée. Prendre une photo quand on est un praticien, c'est déjà s'inscrire dans la prise en charge du patient. Et de temps en temps, ça donne des anecdotes assez croustillantes. Une fois en téléexpertise, on a reçu une photo d'une lésion qui était couverte d'un pansement et on nous a demandé ce que c'était. Oui. Truc absolument incroyable, ouais. quoi. Non. Et c'était quelqu'un qui était vraisemblablement, quand on lisait le texte qui accompagnait, qui posait une question et qui s'était impliqué, mais qui avait envoyé une photo donc avec la lésion qui n'était pas visible. Et puis juste pour les tableaux que tu as créés sur Dali, tu as prompté, pour reprendre le vocabulaire idoine, tu as prompté dans le détail. J'ai marqué psoriasis des coudes, style impressionniste. Ouais, donc psoriasis des coudes, style cubiste. Très simple, psoriasis, finalement. voilà. Il faut être assez précis. Donc, il propose à chaque fois 4 images. On peut les télécharger. Donc, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre d'images. Oui. Si on faut recommencer jour après jour, sinon. Moi, je suis beaucoup amusé. En fait, c'est mon fils qui travaille dans la pub informatique c'était un des premiers à trouver ça. Donc, il m'a montré. J'ai fait ça. Je me dis, mais c'est génial. Je vais faire les tableaux. Alors, parfois, ça ne marche pas toujours. Il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Si on se dit Rembrandt, des choses comme ça, là, ça ne va pas. Effectivement, cubiste, impressionniste, tout ça, ça marche très bien. Moi, j'en ai généré pas mal dans d'autres circonstances, mais c'est assez stupéfiant. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Donc, Monsieur Grossens vous a offert un faux? Bien sûr, oui. Non, alors, je ne sais pas si vous avez lu les noms des artistes, etc. Bon, il n'y a évidemment pas d'impressionnistes d'Extrême-Orient, enfin, le groupe des Sept, etc. Enfin, tout est bidon, quoi. Je ne sais pas, vous avez lu, il y en a un qui s'appelait Jean-Paul Biologique, il y avait Guckermann, il y avait Helmut von Pso. Ah non, mais je me suis bien... Saburo, ça n'existe pas non plus. Il n'avait pas de neveu peintre, non. C'est IDAL, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la partie image de ChatGPT. Donc, quand vous avez un compte ChatGPT, vous avez dans le menu, vous pouvez aller sur les images. Est-ce qu'un dessin, reproduire un dessin et la tête de quelqu'un, c'est aussi un droit à l'image, ou c'est considéré comme une œuvre ? Aujourd'hui, je pense que ça dépend. Effectivement, il n'y a qu'à regarder sur Instagram des choses qui sont considérées comme le dessin est à part. À partir du moment où c'est une œuvre d'art, si les gens sont parfaitement reconnaissables, je pense qu'il y a un droit à l'image, ça c'est sûr. Mais en même temps, quelqu'un qui pose pour un peintre, par définition, il donne son droit à l'image. Enfin, oui, je voulais juste rajouter que Saburo était un vrai sculpteur de très, très grande qualité. Et d'autre part, que dans sa famille, alors je ne sais pas si c'était son neveu, c'était Jean de Brunhoff qui a créé Babar. Ah oui. Donc je ne sais pas si c'était son neveu, mais en tout cas, c'était un dessinateur. Oui, nous, on a un buste de potrier à Strasbourg, fait par Saburo. Bon. Super, merci beaucoup Bernard.